Bonjour à tous. Des aqueducs romains jusqu'aux vieilles peintures de nos maisons, en passant par l'essence, le plomb, c'est un poison qui hante littéralement notre histoire. Alors aujourd'hui, on se lance dans une véritable enquête sur ce toxique. On va plonger ensemble dans son profil toxicologique qui est vraiment unique pour comprendre comment on peut le repérer et surtout, comment le combattre. Quand on fait face à un tableau clinique aussi complexe, il faut se le dire, la toxicologie, ça ressemble beaucoup à une enquête policière. Imaginez la scène, des crampes abdominales, une anémie, un état de confusion. On a plusieurs suspects potentiels, plusieurs coupables possibles, mais au final, un seul vrai poison. La question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour démasquer l'intrus ? Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. La toute première étape de notre enquête, c'est un peu comme une parade d'identification. On va aligner les suspects habituels dans les cas d'empoisonnement aux métaux lourds. Et vous allez voir, chacun a sa propre signature, son mode opératoire. Bon, voici nos suspects principaux. On a d'abord le mercure, très connu pour sa neurotoxicité. Ensuite, l'aluminium, qui lui va plutôt s'attaquer aux os et au cerveau. Mais le plomb, le plomb, c'est différent. Il a une carte de visite bien à lui, quelque chose de très particulier. Les crampes abdominales. Et pas n'importe lesquelles, des crampes vraiment violentes. C'est ça, notre premier indice majeur. Ok, la liste des suspects est établie. Maintenant, il est temps de se pencher sur la scène de crime, c'est-à-dire les preuves, les symptômes de la victime. C'est en analysant chaque indice qu'on va pouvoir, petit à petit, resserrer l'étau. Et justement, en parlant d'indices, voici la pièce à conviction numéro 1, la fameuse colique de plomb. Attention, on ne parle pas d'un simple mal de ventre, non, on parle de crampes, des crampes vraiment intenses, très caractéristiques. C'est le signe clinique majeur, la signature de l'intoxication au plomb. Et c'est là que tout se joue. La distinction est absolument cruciale. Le mercure ou le cadmium, par exemple, ils peuvent provoquer des douleurs, certes, mais pas ces crampes, si spécifiques. Pour le clinicien qui mène l'enquête, cette différence, c'est un indice énorme. Ça oriente le diagnostic de manière quasi certaine vers le plomb. C'est la clé. On a un autre indice, cette fois-ci il est visuel, c'est le liseré de Burton. C'est une espèce de ligne un peu bleuâtre qui peut apparaître sur les gencives. Alors attention, ce n'est pas une preuve absolue, parfois il n'y est pas, ou il peut être lié à autre chose, mais quand on le trouve en plus des autres symptômes, eh bien ça renforce considérablement les soupçons contre notre suspect numéro 1. Et pour compléter le dossier d'accusation, il faut savoir que le saturnisme, c'est le nom qu'on donne à l'intoxication chronique au plomb, s'accompagne de tout un cortège d'autres signes. On va trouver une anémie bien particulière, des atteintes nerveuses qui peuvent donner ce qu'on appelle la main en griffe, des problèmes aux reins et aussi des troubles neuropsychiatriques, surtout une agitation très nette chez les enfants. Le tableau devient de plus en plus clair. Bon, à ce stade, on a un faisceau d'indices qui pointe très clairement vers le plomb. Mais en médecine, comme dans une enquête, les soupçons ne suffisent pas. Il faut une preuve irréfutable. Et pour ça, pas le choix, direction le laboratoire. Et au labo, l'analyse se fait toujours en 2 étapes. C'est un protocole très précis. D'abord, on va vérifier l'exposition. Est-ce que le toxique était bien présent sur la scène de crime, c'est-à-dire dans le corps ? Et ensuite, on mesure l'effet. Quels sont les dégâts concrets que ce poison a provoqués ? Pour la première étape, le test de référence, c'est la plombémie. C'est très simple, on mesure la concentration de plomb directement dans le sang. Si le taux est élevé, le verdict est sans appel, il y a bien eu exposition. L'organisme est imprégné de plomb, le suspect est formellement identifié dans le corps. Il y a d'autres moyens de le pister, bien sûr. On peut le chercher dans les urines, même si c'est un peu moins fiable pour une intoxication qui dure depuis longtemps. Et puis, il y a les fanères, c'est-à-dire les cheveux et les ongles. C'est très efficace, parce que le plomb adore se lier aux groupements sulfurés, les fameux groupements SH, et il y en a plein dans les cheveux et les ongles. Ça en fait de parfaits mouchards. Et cette métaphore de l'enquête, elle est parfaite pour comprendre la suite. Parce que, vous voyez, la plombémie, ça nous dit que le suspect était bien sur les lieux du crime. Mais ça ne suffit pas. Pour le confondre, il nous faut maintenant ses empreintes sur l'arme du crime. Il faut la preuve de son action. Et cette fameuse empreinte biologique, on va la trouver en mesurant ce qu'on appelle l'ALAU. Alors comment ça marche ? C'est assez simple en fait. Le plomb, son truc, c'est de venir perturber la fabrication de l'hème, qui est un composant essentiel de nos globules rouges. En gros, il bloque une enzyme clé. Résultat, une substance, l'ALA, ne peut plus être transformée et s'accumule. On la retrouve alors en grande quantité dans les urines. C'est pour ça que c'est le meilleur indicateur de l'effet toxique du plomb. Bien sûr, il y a d'autres tests d'effet. On peut mesurer la PPZ, par exemple. C'est un marqueur très sensible. Le problème, c'est qu'il peut être faussé par une simple carence en fer.
On a aussi les coproporphyrines, mais là c'est encore moins bon car elles ne sont pas du tout spécifiques. Elles peuvent augmenter dans d'autres maladies comme la cirrhose. Donc, on en revient toujours au même point, l'ALAU reste la référence. C'est vraiment le test le plus fiable pour confirmer que le plomb est bien à l'œuvre dans l'organisme. Voilà, l'enquête est bouclée. Le coupable est identifié, les preuves biologiques sont accablantes. Il est temps de passer à l'acte final, l'intervention. Il faut administrer l'antidote et neutraliser la menace. Et pour ça, la solution porte un nom, la thérapie par chélation. Le principe est vraiment ingénieux. On administre une molécule spéciale, un chélateur, qui va agir un peu comme une pince. Cette pince va agripper les atomes de plomb qui se baladent dans le sang. Une fois attrapé, le plomb ne peut plus faire de dégâts et le tout est évacué en toute sécurité par les urines. Et ces fameuses pinces, ces chélateurs, il y en a plusieurs. Ce sont les armes de la contre-attaque médicale. On utilise par exemple l'EDTA calcique, le Béal ou encore le DMSA. Le choix de la molécule va bien sûr dépendre de la gravité de l'intoxication, mais l'objectif, lui, ne change pas. Capturer le plomb et l'expulser de l'organisme. L'affaire est donc résolue, du moins pour ce cas. Mais l'enquête globale sur le plomb, elle, est loin d'être terminée. On a beau l'avoir banni des peintures et de l'essence, il reste tapi un peu partout dans notre environnement, dans les vieilles canalisations, les sols pollués, et même dans certains objets du quotidien. Ce qui laisse une question en suspens, est-ce qu'on sait vraiment où se cache encore aujourd'hui ce vieux poison ?